Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon cher confrère, compère Didier, que vous connaissez pour les habitués de ce podcast, ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais je sais que Frédéric pourra le remplacer très avantageusement, qui est donc notre invité aujourd'hui, cofondateur de MidDeal. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Écoute, bienvenue à toi. C'est un plaisir de t'avoir. Pour rappel, voilà, ces podcasts sont des podcasts sur l'autotech qui ont vocation à mettre en avant et en lumière des fondateurs, des entrepreneurs, mais des équipes, hein, puisqu'on ne fait jamais seul, qui bousculent un peu les codes de l'autotech. Et en introduction, c'est vrai que moi, je ferai un petit peu référence au fait que quand on rentre dans une boutique, dans le retail, donc une boutique physique et dans laquelle il n'y a pas de vendeur pour vous accueillir, on est toujours un petit peu perturbé. On s'est habitué à pouvoir rentrer dans arriver sur des sites web marchands avec finalement aucun accueil les taux de conversion s'en ressentent quand on ne peut pas interagir facilement ou poser des questions. Et là, je sais que la solution de MidDeal permet véritablement de solutionner ce problème. Et puis, on est tous également habitués. On sait que dans les concessions automobiles, notamment, quand on appelle, on a des appels qui se perdent, on est baladé de service en service, ça sonne dans le vide. Je crois que les concessionnaires n'ont jamais vraiment réussi à résoudre ce problème, même si sur les dernières années, là, ça y est, ils ont centralisé à l'accueil quelqu'un qui effectivement dispatche, mais à l'atelier, généralement, quand ça sonne, c'est quand même rare que quelqu'un décroche et décroche rapidement. Donc, je sais que les équipes de Midi résolvent ce problème-là et le résolvent en plus 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui est quand même assez incroyable pour aujourd'hui, pour le monde automobile et pour la distribution automobile. Alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, effectivement, voilà, quel est le problème que tu résous, même si je l'ai un petit peu défloré, cher Frédéric? Écoute, merci Romain, c'est une bonne introduction. Effectivement, MidDeal, c'est parti de là. Il faut savoir que moi, je suis associé à Jérémy et lui et moi, on a passé un peu plus de 15 ans dans les réseaux de distribution. Donc, ce phénomène de comment est-ce qu'on adresse un client qui est rentré par le canal digital, effectivement, on l'a constaté, notamment dans les dernières années dans lesquelles on a été en concession. Et MidDeal, ça répond à cette problématique, c'est de se dire, lorsque tu navigues sur Internet et que tu cherches une information, très rapidement, tu es un peu pris au dépourvu, c'est ce que tu as dit. La seule opportunité que l'on te laisse, en général, c'est un formulaire assez froid dans lequel on te demande ton nom, ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone. Et là, en général, si tu es un consommateur averti, tu te doutes que l'expérience que tu vas vivre va être la requalification d'un call center et peut-être tu as déjà vécu l'expérience qu'in fine, on a du mal à te contacter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es de l'autre côté, quand tu es vendeur, directeur commercial, directeur de site? Ce que moi et mon associé on a vécu, c'est que lorsqu'on essayait de rentrer en contact avec ces internautes, ils n'étaient pas disponibles parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils étaient occupés. Donc, la genèse de MidDeal, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on va permettre à un internaute de rentrer en contact avec un point de vente quand il en a envie, là où il en a envie, tout ça encadré par le RGPD parce que MidDeal, ça a bientôt 4 ans. Et lorsqu'on s'est lancé, c'était vraiment très présent. On savait que le RGPD arrivait, qu'il fallait s'adapter. Et l'attention des particuliers et des internautes tout court pour leurs données, c'est plus un suspense. On sait qu'aujourd'hui, c'est au cœur des attentions. Donc, MidDeal, qu'est-ce qu'on fait? On résout cette problématique de dire comment répondre à un internaute de façon omnicanale, comme tu l'as dit, sur des plages horaires qui sont très étendues pour que ça corresponde aux besoins du consommateur. Et pour ça, on développe des parcours clients qui vont de la... Surtout, si je peux me permettre, tu résous le problème des concessionnaires, notamment qui évitent de perdre des leads quand effectivement un client est intéressé pour acheter un véhicule. Alors, oui, et des industriels plus particulièrement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un industriel qui produit des véhicules, qui a des ambitions de les vendre, des ambitions d'immatriculation, et des distributeurs, bien évidemment, aussi, qui sont totalement impliqués dans cette chaîne de valeur. Donc, nous, notre approche, c'est de développer des parcours clients sur mesure qui vont de la créa jusqu'à l'interaction par chat, vidéo live, comme tu l'as dit, avec des vrais experts de la relation client qui sont formés aux produits de nos partenaires, qui sont majoritairement des industriels dans l'automobile, qui interagissent avec eux et ensuite qui transmettent les informations à un point de vente. Le but étant d'agir en tant que marque blanche et toujours au nom de l'industriel. On n'apparaît jamais, on rend toujours service à l'internaute au nom d'une marque.
Et ensuite, de ces contacts, nous tirons beaucoup d'informations puisqu'on a énormément de données. Les consommateurs se livrent, c'est un engagement de chatter, c'est un engagement de faire une vidéo live. Et toutes ces données-là, on est capable d'en tirer des enseignements très intéressants pour nos partenaires sur leur taux de transformation, sur qu'est-ce que veulent les internautes dans l'instant T. Donc voilà, Middeal, c'est cette chaîne de valeur de bout en bout. Pour la petite anecdote et le petit clin d'œil, on a été accompagné par Capgemini au travers d'un programme Vice Versa. Ça a duré plusieurs mois. On a été d'ailleurs la première entreprise en province à être sélectionnée et à bénéficier de cet accompagnement. Donc, on était très, très fiers de ça. Ils ont vraiment déterminé que notre plus-value chez Middeal, c'était cette notion de parcours end-to-end. Donc, du début à la fin, un seul interlocuteur qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, marketing, dev, relations clients, data. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nos solutions sont pertinentes et qu'elles font vendre plus que du lead traditionnel, puisque, in fine, on génère des leads, pas que, parce qu'on apporte aussi du service. Si tu interagis avec un internaute sur une problématique de comment je vais pouvoir recharger mon véhicule électrique, quelle va être la taxe sur les véhicules de société, quel va être l'impact en tant que professionnel, on va te renseigner sans pour autant que tu fasses un lead. En tout cas, on va être présent pour toi en tant qu'internaute. D'accord. Donc, effectivement, c'est très intéressant et ça solutionne, je pense, le nombre de problèmes. Et c'est pour ça que je précisais, parce que quand on est une start-up, tes clients ne sont pas les internautes. Tes clients sont effectivement les industriels ou les concessionnaires ou ceux qui effectivement font appel à toi. Et c'est vrai que quand on parle de résoudre un problème, on parle de résoudre le problème du client, qui lui-même a ses propres clients effectivement dans l'interaction. Et c'est pour ça que effectivement le cœur quand même, c'est d'amener du lead qualifié, d'amener beaucoup de leads, de plus en plus de qualité, et faire que ces leads se transforment et que ça génère du chiffre d'affaires, et que du coup, toi, tu représentes effectivement une brique de plus en plus indispensable dans la relation avec le client, notamment avec la crise sanitaire qu'on a connue, de façon à ce qu'on ne perde aucune opportunité, parce que le client qui travaille toute la semaine, à 22h, c'est le week-end à 22h qui regarde effectivement pour acheter une nouvelle voiture, et s'il n'y a personne pour lui répondre, on perd la capacité finalement à accrocher ce client-là, et le digital amène une nouvelle relation commerciale, une relation plus adaptée, plus centrée sur le client final, mais qui permet effectivement aux distributeurs de signer plus de deals et de ne perdre aucune opportunité, ce qui est quand même assez majeur, parce qu'on passe d'une opportunité, enfin d'une industrie où on était un peu des boutiquiers, venez quand nous sommes ouverts, et puis revenez quand on est ouvert, et ne venez pas quand on est fermé, on ne pourra pas vous répondre. Là, on est disponible 24 heures sur 24, donc c'est quand même, je trouve, incroyable. Donc voilà, donc bravo pour toi et tes équipes. Et tu parlais de province, je sais que j'entends un petit accent, je sais vous êtes basé en partie à Rivesaltes, mais je sais que vous avez aussi dans la péninsule ibérique quelques équipes. Donc comment est-ce que vous êtes organisé au sein de Middeal ? Effectivement, donc on est basé à Rivesaltes, dans le sud de la France, à une proximité naturelle de Barcelone. On est à moins de 2 heures de Barcelone en voiture. Et nous sommes aussi installés à Barcelone, dans le quartier de Poblenou, plus précisément, qui est le quartier des GAFA. Et comment est-ce qu'on est organisé chez Middeal ? Aujourd'hui, la France adresse le marché français, pour faire très simple, et Barcelone adresse le marché européen, en sachant que, encore une fois, notre ambition à nous, et je rebondis sur ce que tu disais précédemment, c'est que chaque fois qu'on développe un parcours, c'est un parcours sur mesure et très customer-centric en fait. Et ça a été long d'évangéliser ça quand on est arrivé, parce que le lead en masse, certes, ok, mais il faut des taux de transformation, il faut de la satisfaction client. Et notre approche très customer-centric, en fait, a été un peu difficile à faire entendre sur les premiers rendez-vous que nous avons eus. Et on a eu quelques oreilles attentives qui étaient très percutantes, et en l'occurrence, me permettre de les citer parce que ça a été notre premier partenaire, et en plus, ils sont partenaires Autotech, donc c'est la marque Seat. Et voilà, on est arrivé avec cette approche un peu différenciante. Tout le monde n'a pas toujours compris, et Seat de suite a été très réactif. On a testé, ça a marché. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va à Barcelone ? C'est pour aller dupliquer ce qu'on sait bien faire en France sur d'autres marchés. Oui, mais tu fais bien de citer effectivement Seat, comme tu as cité tout à l'heure Capgemini. Seat sont des acteurs qui sont très orientés innovation. On est ravis de les avoir comme partenaires. D'ailleurs, c'est dans ce podcast-là qu'on l'annonce officiellement, puisque on vient de finaliser effectivement cette nouvelle arrivant. Donc on est très ravis effectivement d'avoir les équipes de Seat.
Voilà. Et comment vous répartissez un petit peu les fonctions entre Barcelone et Rivesaltes? En France, donc sur Rivesaltes, on a nos studios vidéo, on a nos développeurs informatiques, on a les experts de la relation client, en sachant que 100% des experts sont nos salariés, 100% des développeurs sont nos salariés. Voilà, on n'a pas de freelance, si ce n'est de façon très, très ponctuelle pour des métiers bien spécifiques. Si on a besoin de renfort, parce qu'on a 2 personnes dédiées à la vidéo, si on a besoin d'une personne externe avec une forte compétences sur, admettons, de la 3D, on pourra faire venir des intervenants. Et on a la chance d'avoir un partenariat avec l'IDEM, qui est une école spécialisée dans le web design, qui est dans les PO et à Barcelone. Donc, ça nous permet d'avoir plus facilement accès à des talents. Et donc, voilà, la France adresse le marché français et l'Espagne adresse les autres marchés européens. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de clients vous avez ou quelle a été un peu cette progression? Parce que je sais que vous avez eu une forte progression depuis votre création il y a 4 ans, comme tu le précisais. Alors, aujourd'hui, on a une grosse dizaine de très gros comptes clients. Alors après, on peut donner des grands chiffres puisque chaque gros compte client a des centaines de distributeurs. Mais on a à cœur de faire bien avec nos partenaires industriels. Et encore une fois, on travaille à marque blanche, donc on reste toujours très discret. On ne communique pas énormément chez Meddeal. Ce qui est certain, c'est que oui, il y a une forte traction parce qu'à partir du moment où les résultats qui sont aujourd'hui très orientés à la performance, tous nos clients ont des agences de communication qui vérifient quelle est la qualité des informations qui sont transmises, quel est le taux de transformation. Et aujourd'hui, on a la chance on vient d'être labellisé BPI Excellence. Et pareil, on est une des plus jeunes boîtes qui a été labellisée BPI Excellence. Donc, ça matérialise une très forte croissance qui est assez saine d'ailleurs. Et les BPI, j'en profite pour les citer aussi parce qu'on est accéléré BPI au travers de l'accélérateur automobile. Donc, c'est plutôt intéressant. On sort de 15 jours là, avec des auditeurs qui sont venus regarder ce qu'on fait. Et oui, en fait, l'attraction, elle est forte, mais elle est forte due au résultat. Donc, on ne va pas courir pour avoir beaucoup de clients. On veut bien faire dans le temps. Ça se construit des parcours, ça s'improvise pas. Parce qu'il y a des API, parce qu'il y a de la formation à faire. Si on veut bien faire, il faut prendre le temps de nouer des partenariats sur le long terme. C'est notre ADN, nous, c'est ce qu'on cherche en fait. Ouais, je comprends, c'est effectivement une bonne, je pense une bonne façon de voir les choses. Si effectivement on fait que des one shots, ça ne fonctionne pas. Il faut s'inscrire dans la durée avec ses clients. Tu parlais de rémunération à la performance. Est-ce que vous ne fonctionnez que comme ça? Je te demande pas de donner de chiffres, mais est-ce que tu penses effectivement que c'est un des facteurs déclenchants auprès de tes clients pour faire appel à vos services? C'est le fait de dire, bah, écoutez, on aligne nos intérêts. Si ça ne fonctionne pas, vous ne paierez pas ou pas beaucoup? Alors, on a des modèles de facturation à la performance pure. C'est pas forcément une demande de nos clients, paradoxalement. Parce que à la perf pure, ça peut aussi avoir des inconvénients. Lorsque ça marche très bien, ça peut vite coûter très cher. Donc, on a eu cette approche au tout départ et on a signé pas mal de contrats comme ça. Et nos clients nous ont demandé, vu qu'on adresse vraiment toute une chaîne de valeur, comme je te le disais, on fait du développement, on co-construit avec des parcours, on passe des heures en réunion avec leurs divers partenaires. Donc, il y a aujourd'hui des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps qui privilégient des relations sur le long terme, des forfaits jour-homme pour faire simple, voilà, qui permettent de leur assurer aussi une continuité avec nous. Parce que le on-off est très intéressant, mais lorsque tu deviens un industriel et que tu as identifié une solution qui te va bien, qui est performante, tu te dis aussi comment est-ce que je vais faire pour me garantir ce fil conducteur. C'est pas neutre lorsqu'on te confie l'image d'une marque sur un site. C'est impliquant pour une marque. Ça demande de faire confiance, comment est gérée la donnée. C'est aussi un enjeu. On parle avec des internautes, on récupère des données personnelles. Donc tout ça, c'est dur de trouver des prestataires qui soient à la fois bons sur la partie métier automobile, à la fois bons sur la partie sécu, sur la partie parcours client, et cette forte expertise du métier automobile dans le dur, si j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai vendu des VO sur un parc, j'ai vendu des véhicules neufs, j'ai fini directeur, ok, mais mon associé, c'est pareil. On a des gens chez nous en interne, bien qu'on ait des gens qui viennent d'autres secteurs que de l'automobile, hein, mais on a des gens qui ont cette culture. Donc, notre métier, c'est de travailler pour des industriels, très orientés customer-centric, mais avec une finalité. Ce qu'on veut, c'est que le vendeur, il ait un lead qui soit super qualifié, qui vende plus. Et notre action et la régularité
et la pertinence de nos solutions et l'engagement de nos partenaires, c'est aujourd'hui la plus belle des fiertés parce qu'on commence en faisant un peu de chat, on fait du développement informatique, on crée des parcours et puis au bout du compte, ils nous disent wow, on a multiplié par 2 parfois les taux de transformation en vente. Donc, c'est plutôt sympa. Ah, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Le nombre de clients est limité. Donc, comment je fais pour effectivement vendre plus avec un nombre de clients qui, lui, n'est pas extensible. Donc, c'est un vrai sujet. Et effectivement, c'est hyper intrusif. C'est-à-dire que vous représentez la marque et donc ça demande effectivement à ce qu'il y ait une relation de confiance qui soit très forte avec votre client. Alors, Et, comment est-ce que tu vois, tu voulais peut-être compléter éventuellement ce que j'évoquais? oui, ça rejoint la question que tu posais précédemment sur combien de clients, pourquoi faire. Tu peux pas, enfin, à mon sens, tu peux pas dire j'ai 500 clients, j'ai 200 clients, ou alors, oui, tu es une multinationale, tu es coté, t'es coté en bourse, tout. Mais si tu veux bien faire, si tu veux aller au bout des choses, tu peux pas prendre un sujet, tu peux pas avoir un expert de la relation client, par exemple, qui peut passer d'une marque X à une marque Y, à un distributeur, à du camping-car ou de la moto. Ça marche pas en fait. Ça marche pas dans une concession. On n'imaginerait pas un vendeur automobile qui vendrait un scooter, un camping-car, qui irait dans un hall d'une marque, qui retournerait dans l'autre. Ça ne fonctionne pas et ça fonctionne encore moins sur le digital. Donc voilà, on a vraiment en cœur, nous, d'avoir un fort niveau d'expertise pour ne pas décevoir et pour apporter une vraie plus-value à l'internaute. Parce que ok, c'est cool d'être présent, mais si on est présent pour pas apporter de valeur, on déçoit finalement. Alors si on peut faire du lead, parce qu'on fera du lead in fine, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'être mis en contact, comme ils sont capables d'appuyer sur un call to action pour téléphoner ou de remplir un formulaire. Mais ça ne doit pas être ça. On doit vraiment apporter une vraie plus-value. Et pour ça, il faut des humains qui soient formés et qui soient aidés par des outils de machine learning, de ce qui est notre cas. D'accord. Parce que c'est vrai que cette notion de scalabilité, c'est une vraie notion pour une startup. Il faut effectivement être capable de grandir, de multiplier les clients, parfois de façon exponentielle versus linéaire, tout en ayant effectivement des taux de satisfaction qui restent élevés, en maîtrisant ce qu'on fait, en maîtrisant enfin, le fait que les clients soient au bout du compte contents de ce qu'on délivre. Et donc toi, ce que tu évoques, c'est de dire que tu préfères freiner un petit peu l'expansion ou avoir une scalabilité mesurée en ayant des clients sur le long terme qui soient effectivement très contents, quitte effectivement à ne pas dégrader ce que vous fournissez comme prestation et quitte à freiner peut-être un petit peu effectivement cette expansion. Tu préfères avoir un taux de satisfaction qui passe de 80 à 100% plutôt que d'avoir effectivement un nombre de clients qui grandit, mais des clients qui ne sont pas toujours très contents. C'est un peu comme ça que votre vision des choses? C'est exactement ça, c'est de se dire, on fait déjà ce qu'on sait faire et ce qu'on sait que l'on est capable d'exécuter. Il nous est arrivé d'avoir des demandes de nos clients et de dire non, on ne fait pas. Parce que ça ne va pas fonctionner ou parce qu'on ne se sent pas capable de le faire. Et aujourd'hui, une des performances chez Middeal, je pense, d'un point de vue stratégique, ça a été celle-là. Ça a été de se dire, tu sais, quand tu es avec des clients, tu es là, on te demande, tu es là, tu es sérieux, ça se passe bien, boum, on te demande d'aller réaliser telle opération. Et on a su dire non. Et ça a été important parce que c'est des fusils à un coup en général, surtout avec des grands comptes. Quand tu es patron du marketing d'une marque, tu engages la marque, tu engages tes prospects, tes clients, et il faut que ça fonctionne. Donc, il y a des choses qu'on a fait super innovantes. Je pense à un live pour un lancement de véhicules qu'on est allé faire chez des passionnés chez eux. C'était une réussite, un taux d'engagement fabuleux parce qu'on savait que tous les prérequis étaient là. Par contre, d'autres opérations beaucoup plus bancales ou sur lesquelles les taux de transformation n'auraient pas été ceux qui pouvaient être attendus ou qui auraient dégradé notre image, on y va. Donc oui, c'est bien faire, très customer-centric. Et il y a suffisamment aujourd'hui de place sur le marché pour qu'il y ait de l'attraction et bien faire. Et bien faire, tout simplement. Ouais, je comprends. Alors justement, tu parles du marché. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu comment tu vois l'évolution des choses et de ce secteur, parce que tu sais, on est il y a un business historique qui est le retail, donc c'est uniquement des concessions physiques où pendant des années, on a finalement vendu des voitures toujours un petit peu de la même façon. Il y a une tendance vers la digitalisation. La digitalisation à l'extrême voudrait qu'on fasse tout en ligne. Et on a des acteurs d'ailleurs qui permettent de dire finalement, ou il y a des nouveaux acteurs en France qui arrivent,
qui disent on fait un call center et puis on fait des essais à domicile, on fait de la livraison à domicile, et finalement on n'a plus besoin de concessions. C'est-à-dire que ce moment émotionnel, il passe par une expérience à domicile plutôt qu'avoir une expérience dans une concession avec toutes les contraintes que ça représente, notamment stylistiques, en matière d'emplacement, les contraintes immobilières. Et donc, au milieu, il y a le figital. Il y a le fait de dire, OK, on est en concession, mais on va venir digitaliser la relation avec le client. Donc, comment tu vois un petit peu ces trois choses évoluer dans les années qui viennent, et quel rôle tu pourrais jouer effectivement au sein de cette évolution? Alors, je vais essayer d'avoir un œil le plus objectif possible. Pour la petite anecdote, et ça va te permettre de comprendre ce que je veux exposer derrière. Moi, j'ai grandi dans un magasin de sport. Mes parents, ils avaient un magasin de sport, pas un gros magasin de sport, mais bref, ils ont tenu un magasin de sport pendant 30 ans. Et les années de la révolution web, il y a beaucoup de commerçants qui se sont fait disrupter par le digital. Ça a été un fait, ça a été comme ça. Ils n'ont pas pivoté assez vite, ils ne se sont pas adaptés. Et il y a eu de la casse. Il y aura peut-être de la casse dans l'automobile, bien que entre une paire de baskets et une voiture, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord là-dessus. Mais en tout état de cause, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique. La distribution, on ne peut pas se dire il n'y aura pas de vente en ligne, c'est pas vrai, ça n'existera pas. Mais à contrario, elle a tous les outils et la taille des groupes aujourd'hui et les annonces qui sont faites et toute l'énergie et l'argent qui est mis pour justement arriver à se digitaliser. Je n'ai pas tellement de doute sur la capacité de ces groupes à se structurer et à travailler de toute façon main dans la main avec les industriels, parce que les deux ne peuvent pas être dissociés finalement. Un mastodonte, un énorme groupe de distribution, il a beau vouloir son indépendance, il a besoin de l'industriel et l'industriel a besoin du distributeur. Donc très certainement, il y aura un peu plus de liberté, bien évidemment, sur le VO, un peu moins peut-être sur le VN, mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles, mais il est temps d'accélérer sur cette transition parce qu'il y a des marques aujourd'hui qui débarquent en Europe, notamment chinoises, hein, c'est un secret pour personne, qui peuvent aller très très vite. Et quand on regarde les nouveaux modes de consommation, et sur le chat, on le voit bien en fonction des âges de qui chatte, l'identité de la marque n'est pas toujours le premier choix. On fait vraiment un choix de mobilité, on fait vraiment un choix de raison, et ça va dans le sens de la digitalisation. Donc, le tout digital, j'y crois pas vraiment, quoique pour certaines marques, ce sera peut-être leur objectif et ils y arriveront. Mais tous les groupes de distribution ont aujourd'hui suffisamment de surface et financière et de couverture géographique pour que ça se passe bien, pour apporter le service qui est attendu. Et finalement, c'est peut-être le modèle Aramis Auto qui est un modèle qui peut effectivement arriver en adéquation, c'est-à-dire que c'est de la vente en ligne, une forte notoriété, avec quelques agences, mais beaucoup de livraisons aussi à domicile. D'ailleurs, je sais que les livraisons sont effectuées, enfin en tout cas été effectuées pendant une bonne partie du temps par Expedicar, qui est devenu iFlow, qui est membre de France Autotech, ou qui était membre de France Autotech. Et donc effectivement, on leur passe un petit bonjour. Et donc c'est un bon mix finalement. Ça peut être effectivement une bonne adéquation entre pour répondre aux clients qui veulent absolument avoir un contact physique et une livraison en agence, mais aussi pouvoir répondre effectivement aux clients qui finalement souhaitent vivre ça en famille chez eux, dans leur jardin, et que le véhicule soit livré dans un moment émotionnel chez eux, quoi, tout simplement. Et je pense que tu cites Aramis à juste titre, parce que c'est une belle réussite, bien que quand j'étais en concession, je t'avoue que ça me piquait un peu de les voir sur mon chemin, mais en tout cas, en tout état de cause, c'est une belle boîte et qu'à su grossir. Mais je pense que le vrai sujet, il est plus de se dire aujourd'hui, pour un groupe de distribution ou pour une marque, comment est-ce que je fais déjà pour apporter un vrai service, une vraie plus-value et un vrai suivi à mes clients ou juste aux prospects qui tapent à la porte. Il y a un vrai enjeu parce que ça accélère, ça va vite, mais on n'est pas encore au niveau qui est attendu par un consommateur. Donc voilà, nous, tout notre métier, c'est ça, c'est de faire en sorte que rien que le flux naturel et rien que les clients existants, ils aient envie de rester dans la marque. Et rien que ça, déjà, c'est un vrai challenge. Ou celui qui s'intéresse à une marque, qu'il puisse aller jusqu'au bout de son parcours de façon simple et qu'il soit bien reçu en concession.
Ce qui est le cas dès que c'est bien préparé, dès que la transition entre le digital et le point de vente est bien organisée, ça se passe super bien. D'ailleurs, comment est-ce que vous faites? Parce que moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé pour des constructeurs, on faisait les démonstrations produits, les essais produits, enfin les essais véhicules sur les circuits ou en milieu urbain. Et donc, on avait effectivement nos moniteurs. À l'époque, on appelait ça des moniteurs, maintenant on appelle ça des product genius, mais j'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça. Mais nos moniteurs à l'époque étaient formés par les constructeurs, on était formés sur effectivement la marque, sur le style, sur le ton à adopter, les tenues étaient vérifiées, finalement tout était vraiment très encadré. J'imagine que vous faites pareil, vous devez avoir les constructeurs ou les distributeurs qui viennent un petit peu vérifier, encadrer, structurer la façon dont vous parlez en leur nom finalement. Alors, complètement, tu as raison. Nos équipes sont formées par les marques, aux valeurs des marques. Alors, tu les appelles essayeurs, product genius, formateurs, peu importe, mais nous, on a des gens qui sont validés par les marques, qui descendent chez nous, qui passent du temps avec les équipes, qui leur font essayer les véhicules, qui les immergent dans ce qui se passe côté distributeur, enfin, en plus de tous les process que nous avons en interne. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien, justement, parce qu'il doit y avoir cette homogénéité, tu l'as dit, de discours, de charte graphique, de connaissances produits. Et on en revient à ce que je disais il y a 5 minutes. Tu t'improvises pas. Tu peux pas rentrer, tu peux pas prétendre dire j'ai eu 100 nouveaux clients ce mois-ci. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu peux pas bien le faire. Ça n'existe pas. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu de bien faire, tout comme il faut bien faire en point de distribution. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce que Middeal a besoin aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs? Est-ce que vous avez besoin de recruter des conseillers, des développeurs, des commerciaux? Est-ce que vous cherchez quel type de clients vous recherchez? Voilà, de quoi Middeal a besoin pour continuer son développement? Alors, nous, tout d'abord, on a une forte orientation tech. Donc, on a des développeurs informatiques. On en cherche encore davantage sur la partie data science aussi. Alors, ça, c'est ma petite annonce. Tout le monde essaye, hein, puisque c'est une denrée rare, les développeurs, les data scientists. Donc, aujourd'hui, on a des chances d'avoir des gens qui sont bien câblés, qui sont depuis le départ chez nous. Il n'y a pas de turnover. C'est plutôt sympa. Et ils croient en notre projet, en entreprise. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Mais on veut renforcer l'équipe. Donc, oui, on cherche des développeurs, des data scientists. Sur la partie expertise et relations clients aussi, toujours. Des gens qui soient passionnés par le client et qui s'intéressent à l'automobile et à la mobilité au sens large, mais d'abord des passionnés du client. Ça, c'est important pour nous. Et ensuite, les recrutements sont réguliers. On est sur Welcome to the Jungle. Donc, on peut avoir bien évidemment de l'intérêt pour des recrutements pour des talents. Concernant des fonds d'investissement, ce n'est pas à l'ordre du jour, même si on nous sollicite assez régulièrement. Mais aujourd'hui, notre traction et notre modèle, tu l'as compris, est de bien faire un pas devant l'autre. Et on a la chance d'avoir cet accompagnement BPI et nos partenaires bancaires historiques qui nous rendent plutôt sereins sur notre développement. Et on travaille beaucoup avec d'autres entreprises. On aime bien ça. On travaille avec des grosses SS2I, on travaille avec des agences de communication et on aime co-développer des parcours. Donc ça, oui, ça nous intéresse toujours de travailler avec d'autres boîtes tech, marketing, conseil, de travailler ensemble pour les mêmes clients. Donc, on est preneur de nouveaux contacts, de nouvelles idées, voilà, pour toujours pareil, améliorer les taux de transformation, améliorer la satisfaction et apporter plus de services aux industriels et aux internautes. Ah, le taux de conversion, c'est toujours le sujet clé. Écoute, c'est très intéressant. Alors, on va bientôt conclure. Et avant de conclure, tu évoquais que vous bossiez avec des SS2I, etc. Et tu arrives effectivement à te caler sur leur rythme de travail, qui est parfois beaucoup plus long qu'une start-up. Vous arrivez à vous adapter à ça? Et on bosse bien avec eux justement grâce à ça, parce qu'on a en face de nous des mastodontes, très souvent. Et notre côté agile et surtout expertise métier est une vraie plus-value pour une SS2I, parce que on parle le même langage parce qu'on a des développeurs, donc ils arrivent à se parler entre eux. Et nous, on apporte ce côté très métier, très parcours client, qui valorise leur développement informatique, parce que c'est frustrant pour une SS2I souvent qui est mandatée par un client pour développer
un système de gestion de leads, admettons, avec lequel forcément nous on travaille, puisqu'on délivre des leads, et de co-construire des évolutions de ces applications-là. C'est intéressant pour la SS2I, c'est intéressant pour nous, et c'est intéressant pour le client. Donc voilà, on aime bien travailler en trio, souvent sur des sujets comme cela. D'accord, mais écoute, c'est très intéressant. On a pu bien comprendre quel était ton métier et puis surtout de l'ADN, quoi. C'est très important pour une boîte d'avoir des fondamentaux, une culture d'entreprise très forte, de l'exprimer, qu'elle soit partagée, d'avoir un ADN très fort. Et là, on voit bien qu'il y a voilà, un ADN très fort, qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qu'il y a eu des priorités qui ont été fixées. Et ça fera, je n'en doute pas, la réussite de Mid-Deal. On le constate déjà, en fait. J'entends beaucoup parler de toi, ne serait-ce que par Capgemini, qui était à l'ancien de nos partenaires, ou BPI, avec qui on est en contact. Donc voilà, bravo, écoute, pour tout ça, et bravo à toutes tes équipes. Merci encore d'avoir pu présenter cette aventure. Et si tu veux encore préciser quelque chose, n'hésite pas. Si tu as un appel à faire, n'hésite pas, par exemple. Non, mais remercier toute l'équipe d'Autotech parce que depuis qu'on est partenaire, c'est plutôt sympa. J'adore l'initiative de ces podcasts. C'est rare d'avoir du contenu intéressant dans nos métiers, donc plutôt très content d'avoir eu l'honneur d'être invité, de pouvoir m'exprimer et puis en espérant pouvoir se revoir dans les prochains jours puisque maintenant les terrasses sont ouvertes. Donc, ce sera l'occasion de fêter ça. Exactement. D'ailleurs, j'espère que tu as pu prendre une place un peu comme Vite ma dose. On prend des rendez-vous pour se faire vacciner. Vite ma terrasse pour aller boire un verre et célébrer cette ouverture, puisque ce podcast est enregistré le 19 mai, jour de réouverture officielle des terrasses. Voilà, écoute, c'était un plaisir. Merci à toi, merci à toutes tes équipes. Et effectivement, chez France Autotech, on est ravis de pouvoir vous mettre un petit peu en lumière et d'apporter de la visibilité à nos membres, parce qu'on considère que tous nos membres sont extrêmement méritants, avec toutes leurs équipes, de créer des boîtes, de prendre des risques, d'aller chercher des clients, d'inventer, de réinventer les choses. Le changement est en marche et tous les membres de France Autotech sont intimement persuadés d'apporter leur pierre à l'édifice. Merci encore Frédéric et puis à très bientôt. À bientôt.